Alors, dernière ligne droite pour Matin Bonheur aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, c'est famille, c'est docteur Laura Michel qui sera avec nous dans quelques instants. Comment choisir un tuteur pour son enfant? Des fois, les circonstances de la vie nous emmènent à prendre bien en avance ce genre de décision. Quels sont les critères de sélection pour confier notre enfant à une tierce personne? Dans quelles circonstances donc nous confions ces enfants-là? C'est tout un programme et c'est ce qui va nous occuper durant les 20 minutes prochaines pour la fin de cette émission. Mais avant, la capsule illustrative. Comment désigner un tuteur pour son enfant? Cette question, de nombreux parents confrontés à une situation particulière se la posent. Départ en vacances, déménagement, maladie, études à l'intérieur du pays ou à l'étranger, ou décès sont des événements qui poussent très souvent les parents immédiats à se séparer de leur progéniture. Les enfants, souvent quand ils sont orientés, vous n'êtes pas dans la même ville, les internats n'existent plus pratiquement. Donc, l'enfant, on ne peut pas lui dire de rester dans un foyer. Le foyer, ce n'est pas trop conseillé. Ça ne présente pas bien. Donc, on est obligé de leur trouver des tuteurs. Lorsque on se voit vraiment incapable de suivre l'enfant, ça dit quoi? La distance fait que tu ne peux pas suivre l'enfant. L'enfant est quelque part et puis toi, tu es aussi quelque part. Donc, tu choisis un tuteur pour l'enfant. Quand tu prends un tuteur pour ton enfant, là, c'est pour aller quelque part pour réussir aussi, pour tenter sa vie. Peut-être s'il va à l'école, ça va l'arranger là-bas. Souvent en famille, ensemble, là, ça ne marche pas trop. Que ce soit un tuteur testamentaire ou un tuteur temporaire, ce dernier est chargé de veiller sur l'enfant pendant une période. Il a le pouvoir d'agir en son nom pour accomplir un certain nombre d'actes. Par conséquent, le choix du tuteur doit être motivé par certains critères, pour être sûr que l'enfant serait entre de bonnes mains. Pour ce faire, les parents doivent surtout se garder de prendre des décisions sous le coup de l'émotion. Il faut que le tuteur soit gentil, aussi assez rigoureux sur l'enfant, parce que si tu envoies l'enfant chez le tuteur, et si ton enfant est en train de se balader et tout, c'est pas bien. Il faut que le tuteur mette un œil sur l'enfant. Les qualités, un bon tuteur qui se soumet, quand tu vas vers l'homme, tu vois déjà sa position, son aspect. Si celui-là peut convenir à mon fils, tu l'acceptes. On peut choisir un tuteur pour l'enfant quand on voit soit un ami ou bien un parent proche que tu vois qui peut donner une bonne éducation à l'enfant. Parce que le tuteur représente le père ou la mère. Il faut qu'il soit un père de famille. Quelqu'un qui vit maritalement, bien qui est marié légalement, qui vit à une concubine, qui a un enfant, même s'il n'a pas d'enfant, mais si ce monsieur est exemplaire, s'il est d'une bonne moralité, je peux lui confier mon enfant. Qui choisir pour encadrer votre enfant en votre absence? La tante qui lui apporte tout le temps des cadeaux, cet oncle qui ne sourit jamais mais qui possède une grosse villa dans la capitale. Parents, faites vos jeux. Eh oui, plusieurs interventions dans la capsule, mais celle qu'on va retenir principalement, c'est celle du docteur Laura Michel. Bonjour docteur. Bonjour Alix. Bienvenue. Merci. Un sujet, tout un programme très intéressant, qui est vraiment proche aussi de nos réalités. Comment choisir un tuteur pour son enfant? Alors, qui est le tuteur? Qui est le tuteur, effectivement? Eh bien, le tuteur, c'est la personne chargée de veiller sur un mineur ou sur un incapable majeur, de gérer ses biens et de le représenter dans les actes juridiques. Donc, voici un peu la définition du tuteur. Maintenant, quel est le profil du bon tuteur? Exactement. Le profil du bon tuteur, il faut qu'il ait les aptitudes pour tutorer un enfant. Parce que quelqu'un qui n'a pas les aptitudes, par exemple, vous allez voir des gens qui vont dire « Ah, cette dame, elle me plaît bien, je vais lui confier mon enfant. » Mais cette dame à qui vous confiez votre enfant, est-ce qu'elle a la parentalité requise pour encadrer votre enfant? Parce qu'il faut dire, le tuteur supplée le parent. Donc une femme qui n'a pas d'enfant ou qui a des enfants en bas âge, on ne va pas lui confier des jeunes adultes ou des adolescents. Parce que la parentalité, ça s'apprend. On grandit avec les enfants. Donc, une personne qui a des enfants, qui a une expérience parentale, est déjà mieux outillée qu'une personne qui n'en a pas.
parce qu'on apprend. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va gérer les crises d'adolescence de nos pupilles. Et il faut en tenir compte dans le choix des tuteurs. Pourquoi on amène son enfant dans une autre famille? Il y a plusieurs raisons. Ça peut être la proximité avec l'établissement dans lequel l'enfant va. Ça peut être aussi des nécessités parce que les parents travaillent dans une autre ville. Ça peut être aussi, malheureusement, des affinités qui ne sont pas forcément le meilleur élément. Parce qu'on se dit, cette personne a une grande maison, il est seul ou elle est seule dans sa maison, il y a la place. Mais la place n'éduque pas un enfant. La place ne fait que recevoir, et ça reçoit Occuper tout. un enfant, un colis, une place reçoit tout. Mais ça n'éduque pas un enfant. Donc il ne faudrait pas que le fait que la personne ait une grande maison où elle a l'air d'être aisée soit un élément majeur dans le choix de cette personne comme tuteur pour notre enfant. D'accord. On a parlé des profils, on va également parler des conditions. Quels sont les indicateurs où devons être en alerte sur quel point pouvoir confier notre enfant à autrui? Ben déjà, sur les aptitudes, quelqu'un qui est apte à être tuteur, c'est une personne qui est exemplaire. L'exemplarité est un élément fort du tuteur. Ça se mesure comment? Ça se mesure déjà à sa réputation, à ce qu'on constate. Une personne qui est tout le temps dans les bars en train de rentrer au petit matin, ce n'est pas quelqu'un qui peut tutorer votre enfant. Parce que le tuteur, c'est quelqu'un qui va diriger, orienter, encadrer. Pour encadrer, il faut avoir le temps, il faut savoir faire. Donc l'exemplarité, la moralité aussi. Donc une personne qui sort de prison pour des délits tels que viol, détournement de mineurs, on ne va pas lui confier son enfant mineur, même si on est dans la précarité, voilà, même si on est dans la précarité, on ne va pas lui confier parce qu'on met à ce moment-là notre enfant en danger. Et il y a aussi le fait que la personne soit outillée pour. Est-ce que la personne a le temps? J'ai une grande maison, je suis un éducateur par exemple, mais est-ce que j'ai le temps matériel pour m'en occuper? Et est-ce que le cadre s'y prête? Parce qu'on choisit un tuteur, mais le tuteur a sa vie. Dans l'élément, il y a un monsieur qui a dit il faut que le tuteur soit un père de famille, ce qui sous-entend qu'il a une compagne. Donc, est-ce qu'on a sollicité ou consulté la compagne ou le compagnon de la personne que nous avons choisi comme tuteur pour notre enfant? Ce sont des démarches à effectuer pour ne pas que l'enfant arrive dans une famille comme un cheveu sur la soupe. Donc, idéalement, il faut regarder tous ces points-là. Exactement, il faut regarder tous ces points et surtout ne pas se débarrasser de nos enfants. Il y a des personnes, quand elles vous confient leur enfant, elles disparaissent jusqu'aux vacances scolaires. Et ça, ce n'est pas correct. De la même façon qu'il est recommandé de maintenir le contact avec les éducateurs, avec les enseignants, c'est de la même façon qu'il faut maintenir un contact avec le tuteur. Moi, je me souviens quand j'étais petite, les personnes qui confiaient leurs enfants à un tuteur venaient régulièrement voir l'enfant avec un régime de bananes, avec un sac de riz. Ils apportaient un soutien, une contribution. Mais maintenant, la personne même vient vous confier son enfant et c'est vous qui devez payer son transport de retour. Ça devient débarras. C'est une prise en charge qui est excessive. Donc, il faut savoir se faire aider et se rendre aidable. On ne confie pas n'importe quel enfant à des tuteurs. Si vous avez un enfant que vous confiez à une personne, c'est pour apporter un mieux-être à votre enfant, mais il ne faudrait pas que votre enfant diminue la qualité de vie et la quiétude du tuteur auquel vous le confiez. Donc, quand vous avez pourri l'enfant, qu'il est un feignant, il ne veut même pas débarrasser son assiette, ni faire son lit, ni participer aux tâches ménagères, il faut que l'enfant qu'on confie à un tuteur soit briefé sur le fait que chaque famille a ses spécificités et a son mode opératoire. Donc, il ne faut pas passer derrière le tuteur pour interroger l'enfant sur comment on le traite, comment il mange, comment il fait. Et il y a des gens qui viennent voir le tuteur ou l'enfant sans avertir le tuteur ou même en dehors de la maison. Ce qui fait que l'enfant a une double vie entre parenthèses. Il y a des gens même qui viennent saluer l'enfant et lui donnent de l'argent sans en informer le tuteur, ce qui n'est pas correct. Dès l'instant où il est le tuteur, il supplée les parents. Donc c'est au tuteur que vous devez remettre l'argent. Et même si vous apportez un soutien financier, un appui financier, une contribution au tuteur,
Les enfants n'ont pas besoin de le savoir. Les enfants n'ont pas besoin de le savoir parce qu'il y a des personnes qui disent « mais j'ai donné de l'argent à ton tuteur, pourquoi ci, pourquoi ça ?» Mais le tuteur aussi a sa vie, il a des difficultés, il ne va pas chaque fois vous solliciter, mais quand vous contribuez financièrement, ça reste entre les parents, ce n'est pas l'histoire des enfants. Alors, le regard, il est lointain ou il se fait par l'entremise de quelle ou telle personne pour créer le lien? Ben, écoutez, il y a des gens pardon, qui choisissent le tuteur à l'instinct, juste à l'instinct parce que cette personne me plaît. Non, un tuteur, c'est une personne que vous connaissez, que vous avez côtoyé, que vous avez pratiqué et pour laquelle vous avez une grande confiance. Vous ne pouvez pas comme ça, sur de bonnes impressions, confier votre enfant à une personne parce que vous ne savez pas comment cette personne la vit et comment sa famille, sa maison est organisée. Il y a des pupilles qui vont venir. S'il n'y a pas assez de place, par exemple, et qu'elles dorment au salon, qu'on appelle les salonniers, ils vont s'éterniser, se réveiller à 9 h, alors que les autres se lèvent à 5 h, 6 h du matin. On est obligé de les enjamber pour aller aux toilettes ou pour sortir de la maison. Il y a des pupilles qui sont de gros paresseux, qui ne peuvent même pas donner un coup de main aux tâches ménagères, encore moins laver la voiture du tonton ou de la tantille, des pupilles qui vont se jouer les chefs et tout. Donc, ce n'est pas la bonne façon. Quand on est une pupille, Coach Yoman l'a dit, il faut savoir être. Il faut savoir être une bonne pupille. Moi, ma mère, elle me disait tout le temps, si tu vas chez des gens, fais en sorte que lorsque tu partiras de là, ta présence manque. Il faut te rendre agréable, il faut te rendre indispensable à la limite pour que ton retour soit souhaité par les personnes qui t'accueillent. Docteur, justement, à ce niveau-là, où faire la frontière également entre le tuteur et son protégé pour ne pas aussi le transformer en esclave, hein, parce qu'on le voit, on le constate également. C'est lui qui devient vraiment l'homme ou la femme à tout faire dans la maison, même au détriment de ses études, en tout cas le motif pour lequel il est là. Oui, effectivement, malheureusement, il y a des familles où le tuteur, la pupille devient le domestique bis et ce n'est pas correct. Des fois même, on n'en a pas. C'est lui qui fait office de... Oui, oui, malheureusement, mais en fait, ces personnes-là agissent pour compenser la présence. Ils se disent, chez lui, par exemple, chez ses parents, il ne dort pas dans une chambre, il ne dort pas dans un lit, il n'a pas le petit déjeuner. Donc, il est déjà bien heureux d'être accepté dans notre famille. Mais si on n'est pas capable de donner le minimum à un protégé, ça devient de la maltraitance. Donc, les tâches, il faudrait veiller à ce qu'elles ne soient pas excessives. Et si votre protégé a le même âge, par exemple, que vos enfants, il faut veiller à être un tant soit peu équitable. Parce qu'il y a des tuteurs pour lesquels les enfants sont déposés par le chauffeur et le protégé doit aller en baka ou à pied parce que chez ses parents, il n'a pas tout ça. Donc, on ne veut pas lui donner, entre parenthèses, de mauvaises habitudes. Mais c'est lié. Donc, il faudrait que ça ne s'apparente pas à de la discrimination ou à de la maltraitance. Et confronter vos enfants à ces protégés-là va leur faire comprendre combien de fois ils sont chanceux de ne pas avoir besoin d'un parent de substitution. Parce que si le tutorat est bien mené, ça nous aide également, nous les tuteurs, parce que ça nous permet de faire comprendre à nos enfants qu'ils ont de la chance et ça nous permet aussi d'apprendre à nos enfants à partager, à aller vers les autres, à rendre service aux autres. Parce que si vous êtes tuteur et qu'à chaque fois vous rappelez son statut à votre pupille, ça devient du dénigrement et du coup, on n'a pas une belle image de se protéger. Et vos enfants n'auront pas de respect pour lui et ce n'est pas correct. Il faut que tous les enfants, entre eux, soient respectueux les uns des autres et reçoivent aussi le respect des adultes qui les encadrent. Docteur, cas pratique, hein, ce qui se rapproche beaucoup plus de nous, les affectations des élèves, c'est ce qui implique généralement la recherche d'un tuteur. Oui. Quelle est la démarche que le parent devrait avoir s'il ne connaît vraiment personne dans la ville dans laquelle son enfant part? Déjà, dans le cas d'affectation, il y a un recours qui est la demande de réaffectation. Donc, il faudrait veiller à s'y prendre tôt parce qu'il y a des délais. Parce que si on ne connaît personne dans la ville et que l'enfant va à l'aventure, ça donne quoi?
les premiers individus qu'on va solliciter, ce sont les enseignants, ce sont les encadreurs, les éducateurs, alors qu'ils ont déjà leur famille, leur charge. Et ce sont des éducateurs, certes, mais ils ne nous connaissent pas et ils ne connaissent pas l'enfant. Donc ça va créer une relation assez particulière qui, une fois sur deux, peut bien se passer ou mal se passer. Donc c'est quand même risqué de laisser son enfant aller à l'aventure comme ça. Quelle est la solution alors? La solution, c'est de demander la réaffectation et de planifier. Cela n'aboutit pas toujours. Hein. Ça n'aboutit pas, mais tout ça se planifie justement. La scolarité des enfants, ça se planifie. Donc quand on n'a pas gain de cause dans la demande de réaffectation, on peut payer une école pour l'année pour ne pas avoir à le faire. Tout ça, ça se planifie. Et la meilleure façon aussi d'anticiper, c'est d'encadrer les enfants pour qu'ils aient les meilleurs résultats. Parce que les orientations, les affectations, ça se fait au regard des résultats. Donc un enfant qui a de très bons résultats en général, ses vœux d'affectation sont respectés. Maintenant, si c'est quelqu'un qui se laisse vivre et qui a juste 10 de moyenne pour être admis, il va prendre les places qui restent. Donc, encourager les enfants à travailler, à faire de leur mieux pour optimiser leurs chances de bonne affectation. Et au cas où ça ne marche pas, vraiment, si on n'a pas le choix, qu'on sollicite quelqu'un qu'on ne connaissait pas, vraiment rester en contact permanent avec cette personne-là. Justement, la fréquence. Voilà, la fréquence, pour découvrir la personne et accompagner aussi le tutorat de notre enfant. Donc la fréquence pour deux inconnus, puisque c'est le cas, hein, oui. Pour deux inconnus, le parent devrait séjourner un petit bout de temps d'abord, même à l'hôtel pour vérifier ou observer, ou comment lui donner les armes pour être rassuré en partant? Je pense que séjourner à l'hôtel, bon, vous allez rester peut-être le temps de faire les courses de l'enfant, mais vous ne pouvez pas séjourner tout le temps et vous ne pouvez pas séjourner chez cette personne. Donc, ce qu'il faudrait maintenir le contact téléphonique et prendre des nouvelles régulièrement. Et si vous devez vous rendre dans la ville ou dans la localité où votre enfant se trouve, prévenir le tuteur de votre arrivée et surtout ne pas venir les bras ballants. Parce que même si c'est un bout d'igname, un régime de banane, ça fait toujours plaisir. Et il y a autre chose. Quand vous venez rendre visite à votre enfant, qu'il est entouré d'autres enfants, ne donnez pas des cadeaux à vos enfants sans en donner aux enfants des autres qui partagent au quotidien leur repas, tout ce qu'ils ont, ils partagent au quotidien avec votre enfant. Donc en retour, il faut penser aux enfants des tuteurs pour équilibrer, même si c'est quelque chose de dérisoire. Il ne faut pas venir avec une valise de vêtements pour votre enfant et ne rien donner aux enfants du tuteur alors que vous remarquez vous-même que votre enfant a des vêtements qui lui ont été offerts par le tuteur. C'est la même chose pour l'argent, pour la nourriture, pour les cadeaux, les livres, les petits trucs. Il faut penser à la grande famille, à la nouvelle famille de votre enfant pour qu'il puisse être accepté. Parce que si vous mettez votre enfant à l'écart, que vous ne vous concentrez que sur lui, évidemment, les autres enfants vont être frustrés et les tuteurs également peuvent être frustrés parce qu'à leur tour, ils partagent avec votre enfant et à votre tour, vous ne faites que focus sur votre enfant. Ce n'est pas équitable. Justement, encore un autre cas de figure, hein, parce que c'est une pratique qui est courante sur nos cieux, le tutorat et tout. Et donc, pour un enfant qui a séjourné chez des parents, et qui retourne chez ses parents, quel est le lien qui devrait... Ils se disent au revoir, qu'importe la qualité de son séjour, ils se disent au revoir, on ne revient plus. Comment ça se passe? On maintient le lien? L'enfant, c'est un enfant, donc il peut oublier ses tuteurs. Mais le parent devrait montrer de la gratitude et maintenir le lien. Et si possible, inviter les enfants du tuteur à passer les vacances ou des congés chez eux, ou alors proposer à leur enfant de retourner saluer le tuteur ou retourner avec leur enfant, dire bonjour de temps en temps, ou les appeler au téléphone, ça fait plaisir. Mais ne pas couper carrément, surtout que cet enfant-là a désormais, à travers son tuteur, une nouvelle famille. C'est très important, hein, parce qu'on a pu aussi vivre et voir des protégés qui partent et qui ne reviennent plus, qui ne demandent même plus après leur tuteur qu'est-ce qu'ils sont devenus. En définitive, comment récapituler ce sujet très important? On pourrait récapituler en disant qu'un tuteur, c'est quelqu'un qui est connu de la famille et dont les aptitudes sont avérées. Si vous voyez que la personne a des fins du mois difficiles, vous n'allez pas venir lui augmenter ses problèmes en lui donnant votre enfant. Et vous n'allez pas non plus
le déranger, choisir quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et pire, il y a des parents qui sont dans la même ville, qui confient leur enfant à un tuteur sous prétexte que c'est une famille exemplaire. Mais il faut rendre votre propre famille exemplaire pour ne pas avoir à déléguer votre parentalité à une personne qui, plus est, habite la même ville que vous. Donc, être parent, c'est des obligations et il ne faut pas se soustraire à vos obligations en abandonnant vos enfants dans la main d'autrui. Parce qu'un enfant, éduquer un enfant, garder un enfant, c'est une lourde charge morale, financière et matérielle. Donc tout ça, quand on délègue, il faut savoir alléger la tâche à la personne qui accepte et aller vraiment, si possible, quand la personne est en couple, maintenir le couple. Il y a des parents de pupilles qui passent outre les tuteurs pour se connecter aux domestiques, pour soudoyer les domestiques ou les gardiens afin qu'on donne bien à manger à leur enfant. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct de passer outre les personnes qui gardent votre enfant et de gérer directement avec leur petit personnel parce que le petit personnel n'est pas habilité à encadrer votre enfant. Donc même si votre enfant s'entend bien avec le petit personnel, en aucun cas vous ne devriez traiter directement avec ce petit personnel-là pour les questions liées à votre enfant. Il y a des mamans qui se cachent pour envoyer de l'argent à la servante pour dire « quand tu feras le marché, achète telle chose parce que mon enfant aime manger ça ». Dès l'instant où votre enfant intègre une famille, ce n'est plus à vous de choisir son menu. Vous l'attendez chez vous. Quand il va venir à la maison, vous allez lui préparer sa sauce préférée, ses plats préférés. Mais dès l'instant où il est chez un tuteur, si on mange du pain du 1er au 31, il doit s'accommoder de ce menu-là. On ne peut pas modifier le menu parce que votre enfant a intégré la famille d'autrui. Et maintenir le lien également. Ce que vous dites là, ce n'est pas pour laisser l'enfant à autrui, hein, ne pas l'abandonner. Il faut maintenir le lien avec l'enfant et avec ses tuteurs. Et surtout avec ses tuteurs. Il faut montrer à l'enfant que s'il a des choses à demander à ses parents, dans l'immédiat, c'est au tuteur. Il ne faut pas que l'enfant passe à la cabine pour appeler « Maman, mon savon est fini », alors que sa tutrice ne sait même pas qu'il n'a plus de savon. Donc il faudrait pour des choses basiques, dire à l'enfant, expliquer à l'enfant. L'enfant le fait spontanément parce qu'il ne fait pas la différence entre mal se comporter et bien se comporter dans ce domaine-là. Donc c'est aux parents de dire à l'enfant, ton savon est fini, demande à ta tante ou demande à ton oncle. Et à ce moment-là, si l'oncle dit, pourquoi ton parent n'a pas acheté le savon, à ce moment-là, vous pourrez prévoir, même avant, vous pourrez prévoir. Mais ne pas oublier de montrer à l'enfant que son tuteur est son parent par délégation, donc par conséquent, il lui doit respect, il lui doit loyauté, il lui doit tout ce qu'il doit à ses parents et pourquoi pas même de l'affection aussi. Bien sûr, c'est l'affection qui est sollicitée et demandée en partage. Vraiment. Ne pas oublier aussi d'alerter hein, s'il y a des cas de maltraitance et autres, surtout avec les filles et tout. On a vu des tuteurs qui ont mis enceinte des filles, donc il faut faire attention aussi à ce niveau-là. Un célibataire endurci. Ah, des fois même la tantille est là. Hein, donc oui, malheureusement. Il faut rester vraiment très en alerte là-dessus. Exactement. Merci beaucoup, docteur, pour votre contribution à l'épanouissement des familles du monde, d'ici plus particulièrement. Merci de nous avoir suivis. Joyeux anniversaire à notre cher cadreur Franck Kwasi pour son anniversaire aujourd'hui. Et puis nous, on se dit à demain jeudi pour parler santé.